Alors, on va inviter notre conférencier qui va donc faire la conférence inaugurale de ce deuxième congrès RIFRES. Alors, je ne sais pas comment il faut dire de Sutter ou de Sutter ou de Sutter. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas, mais enfin, Olivier de Sutter, on va la faire en français, en francophone. Donc, il est connu, hein, il est connu chez nous, il est connu ailleurs, puisque d'abord, bon, il est diplômé de l'université de l'UC Louvain en droit et de l'université d'Harvard, je crois aussi. Et puis surtout, il a assumé entre 2008 et 2014 le mandat de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies, rien que ça. Il a été membre du Comité des droits économiques et sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies entre 2015 et mai 2020, jusqu'à sa nomination comme rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Alors, c'est le genre de personnage, quand vous tapez sur Wikipédia et que vous imprimez, vous avez 3 pages avec tous les titres, les publications, etc. Mais je vais juste souligner un paragraphe qui s'appelle « Engagement » dans Wikipédia. Et donc, le 12 octobre 2019, permets-moi, Olivier, de pouvoir faire référence à cet événement, Olivier de Sutter participe à un rassemblement du mouvement Extinction Rébellion à la place royale de Bruxelles. Peut-être que les Belges s'en souviennent. Et lorsqu'il tente de dialoguer avec la police, on aura tous vu ces images, il reçoit du gaz poivre sur le visage. J'espère que tu es bien guéri depuis et que voilà, tu pourras quand même faire défiler tes diapositives sans trop de soucis. Olivier, on va t'écouter avec grand intérêt et passion même, et curiosité aussi, puisque le titre c'est « Distinction, compétition, accélération, 2 points, la santé comme problème de civilisation ». Alors, tu me donnes juste le temps de trouver ta présentation, si tu veux bien. Voilà, alors, c'est ça, hein? RIFRES 2022, c'est bien ça. Voilà, et le grand écran, est-ce qu'il est... Comment on fait? Ah, c'est ici. Ouais, tu connais. Oui. Super. Voilà, merci. Bien, à mon tour, je voudrais vous dire bonsoir et je remercie évidemment nos amis Paul Demunck et Charles Boulaine de leur invitation. Et je remercie l'introduction très généreuse que Paul Demunck vient de faire avant ma contribution. Alors, le titre est, il est vrai, un peu mystérieux. Distinction, compétition, accélération, la santé comme problème de civilisation. Ce titre voulait simplement mettre l'accent sur ce qui va en réalité être le fil rouge de ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans des sociétés qui ont valorisé la concurrence, la compétition, plutôt que la coopération et l'altruisme, qui ont valorisé l'accélération des choses, des rythmes, au lieu de faire l'éloge du temps long et du temps libre. Et ce sont des sociétés où le couple travail-consommation a commencé à coloniser toutes les sphères de l'existence, sans véritablement laisser d'espace pour d'autres choses, y compris les activités d'autoproduction ou la convivialité. Et donc, c'est en ce sens que la santé est un problème de civilisation. Je voudrais relier les enjeux de santé aujourd'hui à des choix qu'on a faits au nom de la croissance économique et de l'augmentation des possibilités de consommation matérielle. Ceci n'était pas inévitable et je voudrais remonter un tout petit peu dans le temps pour rappeler que la croissance a été, pendant les années, en gros, 1945-1973, c'est-à-dire ces 30 années pratiquement de croissance très forte après la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle l'on misait sur ce qu'on a appelé le compromis fordiste. Le compromis fordiste, c'est quoi? C'est l'idée qu'on va faire croître la croissance monétaire, qu'une partie de cette richesse que l'on produit va aller aux salariés pour récompenser les gains de productivité, à peu près un tiers va à l'État sous forme d'impôts, et puis un tiers va aux actionnaires, aux propriétaires des entreprises, sous forme de profit de ces entreprises.
Et pendant pratiquement 30 ans, ce schéma a fonctionné, mais peu à peu, les impacts sur l'environnement sont devenus visibles au point qu'on ne puisse plus les ignorer. Ces graphiques que vous avez sous les yeux montrent ce que les scientifiques appellent la grande accélération. Ils mettent en miroir, si vous voulez, des évolutions qui sont liées à nos comportements, à nos choix de construction d'infrastructures, par exemple les barrages, à nos modes de vie, à nos modes de consommation. C'est ce que vous avez ici sous différents indicateurs. Et puis, le système Terre, les évolutions que nos comportements ont amenées dans l'environnement, qu'il s'agisse de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, de la température par conséquent de la planète, de l'acidification des océans ou encore de différentes formes de pollution. Et donc, cette grande accélération caractéristique de ces 30 années-là, elle a amené une croissance des possibilités de consommation tout à fait inédite, et en même temps, elle a amené ce défi environnemental qui a amené les premiers doutes sur la croissance à partir de 1973 à 1975. Je choisis l'année 1973 parce que c'est évidemment l'année de la crise économique qui a commencé avec l'augmentation des prix du pétrole et qui signifiait la fin de cette période que l'on croyait potentiellement infinie d'une croissance ininterrompue, très forte dans les économies de l'après-guerre. Au moment même où on se rend compte des limites de la croissance, celle-ci devient plus indispensable que jamais. En fait, au début des années 1970, on a plusieurs auteurs qui s'emparent du thème de la croissance pour la questionner, mais c'est justement à ce moment-là, avec la crise économique, avec le chômage de masse, avec la nécessité pour les États de rembourser une dette qui suppose que la valeur monétaire augmente, c'est à ce moment-là que la croissance devient plus indispensable que jamais, que nous en devenons en réalité tout à fait dépendants. Pour dire les choses autrement, on se rend compte au début des années 70 que la croissance ne peut pas se poursuivre infiniment comme nous le croyons. Et c'est pourtant à ce moment-là, parce qu'il faut créer de l'emploi pour lutter contre le chômage de masse, parce qu'il faut rembourser une dette publique, que la croissance paraît indépassable, que l'imagination politique n'a pas d'alternative véritablement à proposer. L'alerte pourtant est lancée, elle est lancée, vous le savez, dès 1972 avec ce rapport commandé par le Club de Rome à une équipe du MIT, les limites de la croissance, traduit en français sous le titre « Halte à la croissance », et presque 30 années plus tard, en 2004, en fait plus de 30 années plus tard, en 2004, on a cette version révisée de l'alerte lancée en 1972, et en fait, cette publication de 2004 montre combien, dès 1972, on avait pu anticiper avec beaucoup de précision l'épuisement de ressources, l'augmentation de la pollution résultant de la croissance que l'on avait inaugurée. Mais plus que ça, plus que ce défi environnemental, on a un défi lié au bien-être. Cette courbe est connue, c'est une courbe qui met en rapport la richesse moyenne des sociétés sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, la satisfaction que l'on exprime par rapport à sa vie. C'est la courbe rendue célèbre par un scientifique qui s'appelle Richard Easterlin, et c'est le paradoxe d'Easterlin que vous avez sous les yeux. À mesure que les sociétés deviennent plus riches, le sentiment de bien-être croît, mais cela n'est vrai qu'au début d'un processus de développement, à partir d'un niveau de revenu qui est autour de 35-40 000 dollars par personne et par an. Au fond, le sentiment de bien-être, la satisfaction que l'on exprime par rapport à sa vie ne progresse plus guère. Et donc c'est paradoxal. Les sociétés ont beau devenir toujours plus riches, la satisfaction que l'on éprouve dans ces sociétés cesse à un moment donné de progresser. Et en même temps, quand on examine les réponses que les individus donnent aux questions qui leur sont posées sur leur satisfaction dans la vie, on constate, et vous avez là des exemples pour, vous voyez les pays, le Nigeria, l'Inde, la Chine, la Russie, etc., on constate que
les ménages qui sont les mieux lotis dans chaque société, qui se trouvent un peu plus à droite de ce graphique, expriment une satisfaction plus élevée que les ménages qui sont moins bien lotis. C'est ce qui explique la trajectoire de ces différents segments que vous avez sous les yeux. Donc, on a à la fois un constat d'après lequel, dans les sociétés plus riches, en moyenne, on n'est pas plus heureux, et en même temps, dans chaque société, ce sont les plus riches plutôt que les moins bien lotis qui expriment le sentiment d'avoir une vie heureuse, qui expriment un sentiment de bien-être. Ceci, ce ne sont pas des constatations contradictoires. Et l'explication réside très simplement dans le fait que chacun de nous lit sa situation en fonction de la place qu'il occupe sur l'échelle sociale, en comparant sa situation avec celle de ses voisins, des proches, des personnes avec qui il se compare. Et donc, on est dans ce processus de comparaison permanent qui est pénible pour les moins bien lotis et qui est une source de satisfaction pour ceux et celles qui sont le mieux lotis. Il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble, une société n'est pas plus heureuse simplement parce qu'elle est plus riche. Il y aura des heureux, il y aura des malheureux, et seront malheureux dans une société riche des personnes qui ont un peu moins que les autres, et seront plus heureux dans une société pauvre des personnes qui ont un peu plus que leurs voisins. Et donc, c'est cela que l'on commence à comprendre au cours des années 1970, et l'auteur qui a le plus fait pour nous donner à comprendre cela, c'est un auteur trop tôt disparu qui s'appelle Fred Hersch, qui publie en 1976 cet ouvrage « Les limites sociales de la croissance ». Et il nous fait comprendre dans cet ouvrage qu'au fond, dans une société où la richesse générale augmente, la satisfaction que nous avons n'augmente plus, n'augmente guère, dès lors que chacun se compare aux autres et que les gains que l'on a grâce à la croissance générale, le progrès général, peuvent être complètement annulés par le fait que d'autres avancent plus vite que nous. La métaphore qu'utilise Fred Hersch, c'est celle d'une salle de concert où chacun veut voir mieux la pianiste sur scène. Chacun donc se met sur la pointe de ses pieds pour avoir une meilleure vue. Et à la fin, tout le monde voit comme au départ, pas très bien, mais nous sommes tous dans une position un peu inconfortable. Et Hersch disait autre chose, c'est une autre limite sociale de la croissance, c'est que une des manières dont on recherche la croissance, c'est de marchandiser de plus en plus la vie. Beaucoup de services que l'on rendait auparavant gratuitement, entre voisins, entre amis, beaucoup d'écoute que l'on se prêtait aujourd'hui se payent. Beaucoup de communs que l'on gérait ensemble sont privatisés et l'accès à ces ressources doit être rémunéré. Et cette marchandisation de la vie, qui est une des sources principales de la croissance de la richesse monétaire dans nos sociétés, est également une source d'exclusion, une source de discrimination, une source de hiérarchisation entre celles et ceux qui ont plus et qui peuvent se permettre de rester dans la course, et celles et ceux qui ont moins et qui se sentent par conséquent exclus. C'est ce que j'appelle la contre-productivité de la croissance. La croissance paraît représenter un progrès, mais elle exclut autant qu'elle contribue à améliorer les possibilités de consommation matérielle. Qui exclut-elle ? Eh bien, elle exclut celles et ceux qui se sentent marginalisés dans ce processus de différenciation sociale à partir de l'importance de plus en plus grande que les revenus prennent dans la manière dont on se situe dans la société. Alors, je signale qu'à la même époque, Ivan Illich, le grand fondateur de l'écologie politique, publie Énergie et équité, ouvrage magnifique dans lequel il montre combien beaucoup de progrès apparents dans nos sociétés, en fait, sont annulés dans le bien-être qu'ils procurent en raison des efforts qu'il faut pour mériter ces progrès. Il prend l'exemple de la voiture. Vous savez, on investit, on achète une voiture et on finance une voiture pour pouvoir se déplacer plus vite. Mais Illich calcule que l'Américain moyen consacre 1600 heures par an à payer sa voiture et l'essence qui permet à la voiture de fonctionner, 1600 heures par an. Et il en déduit que pour une voiture qui fait 10 000 km par an, en fait, c'est comme si on faisait du 6 km/h. Pourquoi ?
parce que toutes ces heures que l'on a consacrées à payer sa voiture, on aurait pu les consacrer à la marche rapide, et en définitive, le gain que représente la voiture est totalement annulé par l'énergie que l'on a investie, le temps de travail que l'on a investi à pouvoir se la permettre. Et puis, autre source d'insatisfaction, c'est celle que met en avant, à la même époque, cet économiste de Stanford, Tibor Skitowski. C'est le premier économiste qui utilise des données empiriques pour comprendre ce qui nous motive et ce qui nous rend heureux, avec notamment des tests de rats en laboratoire, etc. Et le cœur de la thèse de cet ouvrage magnifique, L'économie sans joie, c'est que notre plaisir réside dans le changement d'état. Vous aviez faim, vous mangez, vous vous sentez mieux. Vous aviez soif, vous buvez, vous vous sentez mieux. Vous êtes dans une voiture, vous accélérez, vous avez du plaisir à accélérer. Mais on n'est pas très heureux simplement parce qu'on est à 120 km/h sur l'autoroute pendant 10 heures. Le fait de n'avoir pas faim n'est pas une source de plaisir. C'est un confort, ce n'est pas un plaisir. Et ce que mettait en avant Tibor Skitowski, il vise le cœur de la société de consommation, c'est qu'en fait les gens sont à la recherche d'émotions nouvelles, d'excitation, de plaisir et pas de bonheur. Pas de bonheur. Aujourd'hui, Robert Lustig, qui enseigne l'endocrinologie à l'université de Californie à San Francisco, a beaucoup travaillé sur les addictions au sucre. C'est comme ça que je l'ai rencontré en 2008. Il travaillait sur le sucre et je travaillais moi-même sur l'obésité. Et son ouvrage le plus récent, The Hacking of the American Mind, élargit son propos sur le sucre pour traiter de toutes les addictions, notamment aux réseaux sociaux, mais aussi à la pornographie, au sucre évidemment, au tabac, à l'alcool, etc. Et que montre Robert Lustig dans son travail, c'est que plus nous recherchons le plaisir, plus nous cherchons à activer le circuit de la récompense, si vous voulez, par la recherche de stimulants de la dopamine, et plus nous nous privons de la possibilité que la sérotonine fonctionne pour nous donner un sentiment de bonheur, de bien-être. Pour dire les choses autrement, plus vous recherchez l'excitation permanente de nouvelles émotions et plus vous activez le circuit de récompense, et moins vous serez capable d'avoir cette, cette félicité, cette sagesse et cette quiétude qui est celle du bonheur véritable. Voilà. Et je crois que ils mettent en accusation d'ailleurs les entreprises, notamment américaines, qui stimulent le désir de toujours plus, qui nous font croire qu'on doit être malheureux parce qu'on n'a pas accès à la dernière trouvaille des ingénieurs de la Silicon Valley, et qui créent constamment des désirs artificiels, des frustrations par conséquent. Donc voilà au fond toute une série d'explications de ce paradoxe d'Easterlin. Nous sommes toujours plus riches, nous sommes toujours plus ingénieux pour créer de la richesse monétaire, mais en réalité, nous sommes très peu doués pour créer les conditions du bien-être, du bonheur et finalement de la félicité. Alors, la croissance, néanmoins, inquiète les économistes et à partir des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, un outil majeur de croissance a été la mondialisation. Et cela vous pose, comme spécialiste de santé publique, d'autres défis. À commencer par le fait que la mondialisation, instrument de création de croissance parce qu'il fallait libéraliser le commerce, attirer l'investissement, maximiser l'efficience des chaînes mondiales d'approvisionnement pour créer de la richesse monétaire, donc c'est pour ça qu'on a développé la mondialisation, créer des inégalités auxquelles il est très difficile de répondre. Vous connaissez peut-être cet économiste, Branko Milanovic, qui a fait quelque chose d'assez unique et assez difficile. Vous savez que quand on parle des inégalités dans le monde, on parle en général de deux choses différentes. On parle des inégalités au sein de chaque pays et puis des inégalités entre pays. D'ailleurs, les objectifs de développement durable, l'objectif numéro 10 en particulier, évoquent comme chose distincte ces deux inégalités-là. Et Branko Milanovic, il a fait quelque chose d'original. Il s'est dit, prenons la planète comme s'il s'agissait d'un seul État,
traitons l'évolution des revenus comme si la population mondiale était une sans frontières, et voyons ce que la mondialisation a donné. Au cours de la période, en gros 1988-2008, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, 1989, à la grande crise financière de 2008. C'était 20 années de mondialisation extrêmement forte. Et il s'est posé la question, qui a gagné, qui a perdu? Et le résultat, c'est cette fameuse courbe de l'éléphant de Milanovic, très connue, qui montre en fait, donc il faut, j'espère me faire comprendre, c'est la population mondiale sur l'axe horizontal, les centiles, c'est donc le pourcentage le plus pauvre ici de la population mondiale, et tout à droite, les 1% les plus riches, quelle que soit leur résidence géographique, si vous voulez. Et puis, sur l'axe vertical, c'est l'évolution de leurs revenus. En moyenne, au cours de ces 20 années de mondialisation, les revenus de la population mondiale ont augmenté de 24%. C'est pas mal. La mondialisation marche en termes de création de richesses monétaires. Mais certains gagnent plus que d'autres. Ceux qui ont gagné, ce sont, je dirais, les classes moyennes émergentes, notamment dans l'Asie du Sud-Est, en Chine et en Inde. C'est le dos de l'éléphant. Ceux qui ont gagné, c'est les 1% les plus riches du monde, les grands bénéficiaires de la mondialisation, les financiers, les traders, etc. Ceux qui n'ont pas gagné, ce sont les plus pauvres, qui n'ont pas bénéficié de l'amélioration des chaînes mondiales d'approvisionnement, de la division internationale du travail, de la libéralisation du commerce. Non, non, ils n'ont pas gagné. Ils n'avaient pas du tout les outils pour saisir les opportunités que la mondialisation leur permet. C'est avec ces gens-là, comme rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, que je travaille. Et eux, la mondialisation, ils ne veulent pas en entendre parler. La croissance du PIB, vous savez, ils me disent, ça ne nous intéresse pas, ça n'a rien changé pour nous, cette croissance du PIB. Et d'autres encore ont perdu, ce sont les personnes faiblement qualifiées dans les pays riches. Alors, évidemment, ils sont là dans les 80-90. Ils sont plus riches que je dirais, les habitants de l'Afrique subsaharienne qui sont plutôt dans les 20% les plus pauvres. Mais par rapport à leurs voisins et par rapport à des travailleurs et travailleuses vers qui l'on a délocalisé des productions, ces gens se sentent déclassés. Et si vous posez la question de pourquoi les gens ont voté Trump en 2016 ou Brexit la même année, la réponse, elle est là, hein, elle est dans le bas de la trompe de l'éléphant. Ce sont des gens que la mondialisation a laissés de côté et qui, bien qu'ils aient un toit sur leur tête et bien qu'ils puissent manger plus ou moins à leur faim, quoiqu'il n'ait pas le choix de ce qu'ils consomment et que l'alimentation adéquate soit parfois hors de portée pour eux, ce sont des personnes qui se sentent ignorées, déclassées. Et ce sont ces personnes-là auxquelles deux spécialistes de santé publique, Angus Deaton et Anne Case, ont consacré leurs efforts récents. Vous connaissez peut-être leur livre Les morts de désespoir, hein, traduit en français en 2022 ou 2021. Leur livre est de 2020 en anglais, The Deaths from Despair. Ce qui intéresse Angus Deaton et Anne Case, c'est que pour une tranche de la population mondiale, l'espérance de vie se réduit aujourd'hui. Incroyable. Angus Deaton est un spécialiste de santé publique et il a fait l'histoire des progrès de la médecine, montrant combien l'espérance de vie avait augmenté, le taux de natalité, enfin la survie des enfants de moins de 5 ans a augmenté, etc. Mais c'est vrai encore aujourd'hui, au cours des 25 dernières années, mais ce n'est pas vrai pour une catégorie, c'est ça qui est désigné par USW, c'est les Blancs aux États-Unis. Leur espérance de vie décroît. Le nombre de morts par drogue, notamment les opioïdes, l'abus d'alcool et le suicide, a augmenté au cours des dernières années. Et en fait, quand on prend les différentes cohortes, en fonction donc de l'année de naissance, hein, vous voyez ici les différentes cohortes de blancs américains âgés de 45 à 54 ans, ceux et celles qui sont nés plus jeunes, l'année 1975 tout à gauche, par rapport à l'année 1935,
eh bien, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. On régresse. Voilà un public qui régresse, dont la situation de santé régresse. C'est inédit dans l'histoire mondiale. Et dans leur ouvrage, Angus Deaton et Anne Kay se demandent pourquoi, et ils constatent qu'en fait, cette régression, elle concerne non pas tous les Blancs aux États-Unis, mais les Blancs sans diplôme, notamment les hommes. Hein, c'est la courbe bleue ici. Les hommes âgés de 50 à 54 ans, qui n'ont pas de diplôme universitaire, et dans une moindre mesure, les femmes sans diplôme universitaire voient leur espérance de vie diminuer. Et elle diminue cette espérance de vie en raison de ce que ces gens n'ont pas de perspective. Ils se suicident littéralement, ou bien ils se suicident en quelque sorte métaphoriquement, en ayant un mode de vie peu sain, en consommant de l'alcool, en développant des addictions à différentes drogues, notamment les opioïdes, et c'est Angus Deaton qui a alerté les autorités américaines sur l'épidémie d'opioïdes. Et ce qui est frappant, c'est que c'est ce groupe ethnique-là qui est frappé par cette récession en matière de santé. Si on compare la situation des Blancs non hispaniques âgés de 50 à 54 ans à celle de la population afro-américaine ou des hispaniques, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas cette même régression. Donc ce sont les Blancs non hispaniques aux États-Unis, c'est une population très particulière. Pourquoi est-ce qu'ils sont les plus affectés? Eh bien, l'hypothèse que font Angus Deaton et Anne Kay, c'est que ce sont des gens qui sont de plus en plus désaffiliés dans des modes de vie de plus en plus individualistes, où la vie communautaire joue un rôle beaucoup moins grand. Je ne sais pas si vous avez fréquenté la société américaine, mais c'est quand même très frappant de voir combien la communauté afro-américaine, elle a beaucoup plus d'événements collectifs où les gens se sentent partie d'un groupe et se soutiennent mutuellement. Les réseaux sont beaucoup plus forts. Et ils sont pour l'instant bien davantage à l'abri. Alors on pense toujours que les Afro-Américains, c'est là que la cocaïne et que le crack, etc. Mais non, c'est aujourd'hui les Blancs américains qui sont les plus à risque. Pour des raisons que le sociologue Robert Putnam a mises en avant dans un livre magnifique de 2000, Bowling Alone. Dans ce livre, Robert Putnam s'interroge sur l'individualisation croissante de la société américaine. Pourquoi les gens font-ils moins de choses ensemble? Pourquoi est-ce qu'on s'invite moins souvent les uns chez les autres? Pourquoi est-ce qu'on milite moins dans les ONG, dans les syndicats? Pourquoi est-ce qu'on manifeste moins? Pourquoi est-ce qu'on se replie chacun sur son espace privé, sur son confort personnel? C'est une enquête qu'il conduit sur les années 1980-2000, où il tente de comprendre le pourquoi de cette privatisation des existences. Et il conclut son enquête par le constat, que le travail joue un rôle important dans nos vies et ne nous laisse guère de loisirs pour s'inviter les uns les autres, travailler ensemble à des actions collectives, construire ensemble des initiatives à l'échelle locale. Donc le travail, c'est un facteur important, et Robert Putnam quantifie l'importance respective de ces facteurs. Deuxièmement, il nous dit l'organisation de l'espace. Oui, parce qu'aux États-Unis, comme ici, on a des espaces de plus en plus fragmentés entre le lieu où l'on loge, où l'on habite, le lieu où l'on travaille, avec des navettes importantes d'un lieu à l'autre, le lieu où les enfants vont à l'école, le lieu où on va faire ses courses, dans les supermarchés, etc., le lieu où on a ses loisirs. Et donc, on a des existences individuelles de plus en plus réparties sur des grands territoires, des grands espaces, ce qui a deux conséquences. D'abord, on tente à passer de plus en plus de temps dans le transport, dans les navettes, et il calcule que chaque fois qu'on consacre 10 minutes quotidiennes en plus par jour à des navettes, on a 10% de moins de disponibilité pour l'action collective. Ça fait sens. Mais aussi, quand on a une existence répartie comme ça sur des grands espaces, on est moins solidaire des gens avec qui l'on se trouve. On travaille dans une usine et on n'est pas solidaire des communautés environnantes parce que de toute façon on habite loin. On habite à un endroit mais on ne guère de choses en commun avec les personnes qui sont nos voisins parce que de toute façon l'école des enfants elle est loin et je travaille ailleurs, etc. Et donc c'est aussi une raison de
d'érosion du capital social. Et ce que travaille Putnam, c'est ça, c'est ce ciment social qui fait que nous avons confiance les uns dans les autres, que nous pouvons construire l'action collective, que nous sentons partie de communautés unies. Donc travail, organisation de l'espace. Troisièmement, la télévision, c'est moins pertinent aujourd'hui, mais les écrans jouent aujourd'hui et les réseaux sociaux largement la même fonction de privatisation que la télévision dans les années 80 et 90. Et puis, Putnam nous dit, il y a le changement de génération. Les gens qui sont arrivés à l'âge adulte dans les années 80, j'en suis, sont des gens qui ont vécu, enfin, qui ont vu leurs aînés se battre sur les barricades, dans les manifestations, dans les années 60 et 70, qui étaient des années d'activisme. Et au fond, les personnes arrivées à la vie adulte dans les années 80 sont des gens qui ont vu l'échec de tous ces combats et qui pensent que ça ne sert à rien de se mobiliser et qui donc se replient sur l'existence privée. Et Putnam attribue à cela cette individualisation de la société américaine. Je pense que d'ailleurs on est en train d'en sortir, que les jeunes d'aujourd'hui sont très différents du jeune que j'étais moi à leur âge, qu'ils se mobilisent autrement, pas à travers les partis et les syndicats, mais ils se mobilisent, et qu'on est peut-être en train d'en sortir. Maintenant, si c'est ça la société de consommation, si c'est ça l'accélération, si c'est ça la concurrence et la privatisation, quelles sont, je dirais, les pistes qu'on explore pour que l'on puisse sortir de cette course vers le toujours plus? Je pense que j'ai bougé, ça va. Et je voudrais mettre en avant 3 pistes. La première, c'est celle de l'égalité. Vous connaissez peut-être les travaux de Kate Pickett et Richard Wilkinson. Ils publient en 2009 cet ouvrage qui est un best-seller, The Spirit Level, traduit en français, Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Et ce que font Kate Pickett et Richard Wilkinson, c'est montrer que, en fait, les sociétés qui se portent le mieux ne sont pas les sociétés les plus riches. On l'a vu avec le paradoxe d'Easterlin. Ce sont les sociétés où les inégalités sont les moins fortes. Ce graphique montre le revenu moyen par personne dans ces différents pays européens, pas seulement européens d'ailleurs, et sur l'axe vertical, un index composite des problèmes qu'une société rencontre. Croissance de l'obésité, violence, absence de confiance les uns dans les autres, grossesse adolescente, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire que les sociétés riches, comme les États-Unis, sont parfois très mal classées. Elles peuvent être bien classées, comme la Norvège. Les États où la pauvreté est plus grande, comme la Grèce, le Portugal, eh bien, peuvent avoir des indices de bien-être plus importants ou moins importants. Il n'y a pas de corrélation. Mais quand on regarde, et ce sont les mêmes pays, les pays qui sont les plus inégaux à droite, en les comparant aux pays les moins inégaux à gauche, on voit que c'est dans les pays où les inégalités sont les plus fortes que les problèmes sociétaux sont les plus importants. Et donc, dans ce livre, ce que montre, à force de graphiques et dans différents domaines, Kate Pickett et Richard Wilkinson, c'est que les sociétés se portent mieux quand les inégalités sont réduites. Et ce n'est pas juste les pauvres qui se portent mieux, c'est tout le monde qui se porte mieux. Les inégalités sont corrosives pour le tissu social, et cette corruption du tissu social affecte les riches comme les pauvres. Par exemple, dans les sociétés où les inégalités sont les plus fortes, à droite de votre graphique, la confiance que les gens ont les uns dans les autres, elle est moindre. Et ceci, ce sont les 50 États américains des États-Unis. Donc tout à droite, les États les plus inégalitaires, tout à gauche, les États où les inégalités sont les moins fortes et où la confiance entre les gens est la plus grande. D'autres chercheurs et chercheuses ont montré que dans les sociétés plus inégalitaires, je m'excuse, la qualité du graphique n'est pas très bonne ici, dans les sociétés les plus inégalitaires, comme à droite de votre graphique, vous avez une participation civique qui est moindre. Les gens s'investissent moins dans la vie de la cité, dans des contextes où les sociétés sont plus inégales. Ils se sentent moins, si vous voulez, partie prenante à l'aventure collective. Et donc,
c'est la première piste qui me paraît extrêmement importante à mettre en avant, c'est que la lutte contre les inégalités est bien plus importante aujourd'hui que la croissance économique, que la création de richesses, si on veut une société focalisée non pas sur l'augmentation de la consommation, mais sur l'amélioration du bien-être. Et vous, qui êtes des spécialistes de santé publique et qui avez le souci d'une société où la responsabilité sociale de la santé joue un grand rôle, je pense que cette question des inégalités peut et doit figurer au centre de votre programme. D'ailleurs, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le temps passe, mais la lutte contre les inégalités, c'est aussi essentiel pour la transformation écologique. Pour des raisons multiples, que je ne peux pas toutes détailler, je vais en mentionner peut-être deux. Les premières ici sur cette slide. La première, c'est que si vous avez une société très inégalitaire, eh bien, il faut beaucoup de croissance pour réduire la pauvreté. Parce que la croissance que vous avez, elle va d'abord bénéficier aux plus riches et puis marginalement aux plus pauvres. Et donc, il faut beaucoup de croissance pour éviter l'exclusion sociale. Mais la croissance, ça veut dire davantage de ressources qu'on utilise, davantage de pollution, de déchets que l'on crée, y compris de gaz à effet de serre. Et donc, ça crée une tension entre la justice sociale et le respect de l'environnement. Et donc, pour cette première raison, la lutte contre les inégalités est essentielle pour la transformation écologique. En outre, et c'est pour ça que vous avez la photo de ce merveilleux économiste, Thorsten Veblen, qui publie en 1899 la théorie de la classe de loisirs, et c'est lui qui a mis en avant l'idée de consommation ostentatoire. Dans des sociétés très inégalitaires, on consomme pour se classer sur l'échelle sociale. Parce qu'on veut avoir un statut, parce qu'on veut rivaliser avec les autres dans cette course mimétique d'où finalement nous sortons tous et toutes perdants. Et cette consommation ostentatoire, elle est encouragée quand vous avez des hiérarchies sociales plus fortes et que vous vous situez sur l'échelle sociale par rapport à la consommation dont vous êtes capable. Deuxième piste, je serai plus bref sur les autres, je me rends compte que le temps passe. Mais la deuxième piste, c'est l'aménagement de l'espace. Moi, je rêve d'un congrès du RIFRES qui associerait quelques architectes ou quelques urbanistes. Ils vont intervenir. Parce que je crois que c'est un chantier inexploré et tout à fait important. Il y a un livre de Kathy Baldwin et Robin King qui décrit cela et qui montre comment les aménageurs d'espace, donc les architectes, les urbanistes, etc., peuvent encourager ce que Robert Putnam appelait la reconstitution du capital social. Donc le capital social, je vous rappelle, chez Putnam, c'est la confiance que l'on a les uns dans les autres, c'est le ciment qui permet aux rapports sociaux de se dérouler en harmonie, c'est ce qui fait que nous nous sentons membres d'une communauté et que nous nous soutenons comme solidaires les uns des autres dans une communauté. Et Katie Baldwin et Robin King, dans cet ouvrage récent, rappellent la démarche d'urbanistes des années 90, on appelait ça de New Urbanism à l'époque, qui voulait, dans les villes, constituer des espaces où les gens seraient obligés de se rencontrer, de se parler, de collaborer les uns avec les autres. Par exemple, parce qu'ils doivent entretenir des communs, des espaces communs partagés. Par exemple, parce que au lieu d'avoir des grands jardins privatifs derrière sa maison, comme c'est le cas à Bruxelles, on a des maisons qui sont organisées en étoiles, si vous voulez, et on partage un jardin entre voisins. Et il y a toute une série de dispositifs qui peuvent être mis sur pied pour que, au lieu de rester chacun replié chez soi sans jamais voir son voisin et sans avoir l'occasion d'interaction sociale, etc., eh bien, on est forcé d'interagir, de se parler, de communiquer, de se connaître. Ça crée de la confiance, ça crée du ciment social, ça crée des liens de solidarité extrêmement importants et ça peut être encouragé par l'aménagement de l'espace. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait sous-estimé, ce rôle-là. Troisième piste, évidemment, c'est l'organisation du travail. Vous savez, au nom de la croissance économique, au nom de l'augmentation des possibilités de consommation, on a organisé le travail
d'une manière qui d'abord le déshumanise avec des tâches de plus en plus parcellisées et spécialisées. Alors ça fait gagner en efficience, évidemment. Chacun est hyper spécialiste d'un domaine très très précis, mais cela fait perdre en capacité d'agir ensemble. Ça fait perdre en capacité pour chacun, comme citoyen, d'être suffisamment compétent sur différents domaines de l'existence pour avoir un avis autorisé sur ce dont il est débattu dans la vie de la cité. Et surtout, l'organisation du travail est une organisation qui soumet les travailleurs et travailleuses à des pressions de performance, de productivité toujours plus fortes. Notamment parce qu'avec une économie mondialisée, on est forcé de rivaliser avec des travailleurs et travailleuses dont les salaires sont plus bas, dont peut-être l'organisation du travail est plus efficiente, et donc on est constamment soumis à la pression. Et si on est meilleur que le voisin, il faut être meilleur que le voisin qui est encore plus loin, etc. Et c'est une course sans fin vers l'amélioration de la performance, avec une pression, évidemment, sur le travailleur et la travailleuse qui sont considérables. Moi, je pense que pour une société qui favorise la santé et le bien-être, plutôt que l'augmentation des possibilités de consommation matérielle, il faut démocratiser le travail, il faut que les travailleurs et travailleuses aient plus à dire sur l'organisation du travail. Il faut un travail qui soit évidemment beaucoup plus humain, et il faut surtout réduire le temps de travail. On a un besoin impérieux aujourd'hui de dégager du temps les uns pour les autres, du temps pour apprendre des nouvelles compétences, apprendre à coudre, réparer ses appareils électroménagers, apprendre à cuisiner, apprendre des choses même inutiles comme la musique, etc. Et avoir du temps les uns pour les autres. Ce temps manque aujourd'hui. On est quand même dans une situation paradoxale où on a inventé toute une série de dispositifs qui nous font gagner du temps, et pourtant on a toujours l'impression de n'avoir pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Une réduction généralisée et obligatoire du temps de travail pour que chacun travaille 4 jours par semaine, je vous assure que ça ne changera rien quant à notre niveau de vie, et ça changera tout au niveau de notre bien-être. Parmi beaucoup d'études sur cette question, une étude récente qui concernait un échantillon de 860 travailleurs et travailleuses en Suisse. Certains ont accepté de réduire leur temps de travail pour ensuite s'exprimer après 4 mois et puis après 9 mois. C'est pour ça que vous avez les T0, T1, T2. T1, c'est 4 mois, T2, c'est après 9 mois. Sur les résultats de cette réduction du temps de travail, et un enseignement assez frappant, c'est que le risque de burn-out est nettement réduit dès lors qu'on réduit son temps de travail, et cette réduction demeure, même si d'autres, je dirais, facteurs favorables liés à la réduction du temps de travail sont de court terme, celui-là demeure. Il y a toute une série d'arguments qui plaident en faveur de cette solution. Ouais. Je voudrais peut-être presque terminer en disant que l'égalisation des revenus, l'aménagement de l'espace et la réduction du temps de travail sont 3 mesures qui présentent des co-bénéfices. C'est-à-dire que c'est non seulement des mesures qui permettent de réduire notre empreinte environnementale, donc de ménager notre planète, réduire notre ponction sur les ressources, réduire les déchets, la pollution que nous produisons. Ce sont aussi des mesures qui améliorent notre bien-être, notre santé. Et donc, il y a là des leviers autour desquels on peut construire des plaidoyers intéressants, non seulement à partir du milieu de la santé, mais aussi à partir des milieux syndicaux, des ONG de l'environnement, parce qu'il y a une convergence qui peut s'imaginer entre différents combats, notamment pour la planète et pour la santé des humains. Je voudrais terminer par, voilà, ceux qui veulent en savoir plus, voilà une petite pub sur ces questions et le rôle de l'État dans la transformation de la société qui me paraît aujourd'hui s'imposer. Je termine par un philosophe qui s'appelle Cornelius Castoriadis, décédé en 1996, magnifique penseur, et qui disait ceci, je m'excuse, la citation est un petit peu longue, mais bon, comme il dit beaucoup mieux ce que j'ai envie de dire que je ne pourrais le faire moi-même,
Je voudrais terminer par là. La citation, c'est cette slide et la suivante, donc c'est un peu long. Compte tenu de la crise écologique, de l'extrême inégalité de la répartition des richesses entre pays riches et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du système de continuer sa course au présent, ce qui est requis, nous dit-il, est une nouvelle création imaginaire, d'une importance sans pareille dans le passé, une nouvelle civilisation donc, une création qui mettrait au centre de la vie humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la consommation, qui poserait des objectifs de vie différents, pouvant être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Cela exigerait évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports de travail, des rapports économiques, politiques, culturels. Or, cette orientation est extrêmement loin de ce que pensent et peut-être de ce que désirent les humains aujourd'hui. Telle est l'immense difficulté à laquelle nous avons à faire face. Nous devrions vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques ont cessé d'être centrales ou uniques, où l'économie est remise à sa place comme simple moyen de la vie humaine et non comme fin ultime. Une société donc dans laquelle on renonce à cette course folle vers une consommation toujours accrue. Je vous remercie. Voilà. Je crois qu'on a une 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes peut-être de questions, de réactions. Alors, il y a 2 micros. Je vais peut-être demander à Louis ou à quelqu'un de pouvoir distribuer les micros dans la salle. Merci, Ariane. Il y en a un autre si on a besoin. On voit le silence pendant votre intervention en disait long sur l'intérêt que vous avez suscité. Je signale que Olivier de Sutter est venu à vélo, donc il joint l'acte à la parole. Il y en a d'autres ici qui sont venus à vélo aussi, je le précise. Enfin, je parle des Bruxellois en tout cas. Pour les autres, c'était un peu plus difficile. Mais voilà, merci pour cette densité de réflexion. Je me demande toujours comment un homme sent vraiment la passion de l'intellectuel, mais la passion aussi du militant. On se demande toujours comment ils arrivent à lire tout ce qu'ils nous présentent. Moi, je ne sais pas comment ils font. Enfin, voilà. Donc, il nous reste effectivement 10 minutes si on veut respecter l'horaire pour quelques questions. Et si M. de Sutter veut bien y répondre et rester ici. Merci en tout cas. Alors, je ne sais pas qui veut poser la première question. Oui, il y a un micro pour... Moi, je voulais poser une question, je vais y aller alors. Je voulais poser une question. Oui, il y a une vision un peu idéale, et puis il y a la situation actuelle, et il y a beaucoup de penseurs ou d'autres personnes qui ont montré que ce qui était difficile, c'est la transition. Je prends un exemple concret. Donc, si on réduit la semaine à 4 jours pour les médecins, comme c'est un métier un peu particulier où il faut organiser des gardes à une certaine permanence, il faudra plus de médecins ou plus d'infirmières, enfin peu importe, pour couvrir le même nombre de jours en travaillant moins. Et ce problème de la transition, de passer d'un état à un autre état, ça c'est vraiment, je crois, le souci auquel vont faire les gouvernements maintenant. Ouais. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. Peut-être décliner votre nom, prénom et peut-être ce que vous avez à dire, qui vous êtes et d'où vous venez. Comme ça, on voyage dans le monde aussi éventuellement. Je vais donner le micro à Charles et puis j'ai bien vu ta main, Pierre. Merci, monsieur le Scuter. C'est une présentation évidemment magnifique, élégante, très inspirante. Et je suis attiré par ce qui apparaît en frontispice de la plupart de vos diapositives, la santé comme problème de civilisation. Parce que je pense que c'est peut-être un point d'entrée extraordinaire de transformation de la société. Est-ce que vous ne pensez pas que l'on pourrait trouver des consensus dans une nation et puis finalement mondialement autour de ce qui peut constituer le bien-être et que ça devienne, dépendamment de la croissance, comme vous l'avez expliqué, mais que ça devienne un horizon autour duquel on pourrait bâtir des partenariats.
Donc je vous laisse peut-être répondre déjà à ces deux premières interventions. D'autant plus volontiers que les deux questions me paraissent pouvoir être jointes l'une à l'autre. Elles sont évidemment toutes les deux importantes. Je crois que pour aller de l'état présent à une société que nous imaginons, et c'est ça la création imaginaire à laquelle Castoriadis nous appelle, il faut une gouvernance de la transition. Ça ne se fera pas d'un seul coup. Et malheureusement, nous avons un système de décision politique, qui est un système de gouvernance, qui est très largement focalisé sur la gestion du court terme, des problèmes tels qu'ils se posent, la gestion de crise. Nos gouvernements, depuis en fait des années, pas seulement depuis le Covid-19, depuis mars 2020, mais depuis des années, réagissent aux crises sans véritablement avoir une vision d'avenir. Et une transition vers une société durable qui favorise le bien-être, ça suppose de se projeter effectivement à 10, 12 ans et puis à identifier les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui pour aller vers cette vision, en mesurant l'impact de tout ce que nous faisons en fonction de cette vision qu'on se donne. Donc c'est moins une question d'architecture que de musique, si vous voulez. Ce qui compte, c'est chacune des notes sur la portée et pas juste la vision d'ensemble. Et je crois que notre gouvernance n'est pas bien outillée pour opérer ces changements. Et donc on est dans des sociétés qui sont en pilotage automatique. Et j'ajouterais ceci, c'est que dans cette société du pilotage automatique, où les gouvernants sont là pour gérer des crises, et c'est un peu ce que disait le ministre Frank Vandenbroek, pour répondre aux différents cahiers de doléances qui arrivent, mais sans vraiment une vision de long terme qui soit ambitieuse et à la hauteur des enjeux. Dans une telle situation, la croissance est un peu la solution par défaut. Elle paraît attrayante parce qu'il semble que pour résoudre nos problèmes, il faut des financements, il faut de l'argent, et donc on n'a pas de vision, mais au moins on sait une chose, c'est qu'il faut continuer à croître la richesse monétaire parce que ce sera une manière de répondre aux défis écologiques, ce sera une manière de répondre aux dépressions qui guettent les personnes ou au burn-out qui se multiplient, etc. Et donc la croissance de la richesse monétaire paraît être l'alpha et l'oméga de nos choix macroéconomiques et politiques parce qu'on a l'impression que tout doit passer par là. Moi, je suis en train de réfléchir avec d'autres au sein des Nations Unies à l'agenda 2045. Parce qu'on est dans l'agenda 2030. 2015-2030, c'est les objectifs de développement durable. Et vous savez que l'objectif de développement durable numéro 8, c'est une croissance inclusive. OK. Mais dès qu'on a une croissance, ça veut dire que c'est un blanc-seing donné au gouvernement à faire des choix qui vont créer des inégalités, qui vont continuer à détruire la planète, etc. Et donc, nous réfléchissons, parce qu'il faut se préparer longtemps à l'avance. L'agenda des Nations Unies, c'est des trucs qui mettent des années à se décanter. En 2030, il faudra annoncer des nouveaux objectifs pour 2045, et nous espérons travailler sur l'idée d'une société post-croissance. Que sera la médecine dans une société post-croissance ? Que sera la médecine si on va vers une réduction du temps de travail et une répartition plus juste du temps de travail dans la société ? Ça doit se planifier effectivement et ça met des années à se programmer ce type de transition. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une société où certains travaillent 60 heures par semaine, beaucoup trop, et d'autres crèvent de ne pas avoir de travail. Et où on a un chômage de masse et en même temps des employeurs qui ne trouvent pas les travailleurs et travailleuses qualifiés qu'ils recherchent. Et donc, il y a vraiment un chantier énorme à faire. Il faut à la fois un droit au travail et un droit au temps libre et une réduction généralisée du temps de travail. Une réduction généralisée du temps de travail, je crois, a beaucoup d'avantages à offrir. Voilà. Alors, je crois, et ça rejoint, Charles Boulain, ce que vous disiez, je crois que se donner un cap, ça passe par un débat sociétal sur les valeurs auxquelles nous voulons vraiment accorder la priorité. Il y a tout un mouvement autour de la question des indicateurs alternatifs de progrès, le bien-être, le buen vivir, etc. On peut trouver des indicateurs. Le problème n'est pas qu'on est en manque d'indicateurs. Le problème est que parce qu'on croit que la croissance économique, la croissance du PIB va créer de l'emploi
et parce qu'on croit que tous les problèmes sociétaux ne peuvent être résolus qu'en mettant plus d'argent dans certaines politiques, on subordonne tous les autres indicateurs à cette croissance de la richesse monétaire. Et donc, le problème n'est pas que nous n'ayons pas ces autres indicateurs, c'est qu'on manque d'imagination politique quant à la manière de véritablement aller vers une société post-croissance. Mais c'est un grand chantier compliqué. Mais je crois vraiment que la voix des médecins, la voix du secteur de la santé publique est essentielle pour montrer combien la croissance nous épuise, comme elle épuise nos écosystèmes, cette pression sur l'individu qui doit toujours accélérer, toujours être plus productif, plus compétitif, etc. Et à la fois comment des alternatives sont en fait la recette de la santé qui ne peut pas simplement se contenter de venir réparer les dommages causés par notre civilisation. Je ferai rapidement. Oui, bien sûr. Bien sûr, ok. Ah oui, ok, d'accord. Bon, alors, dans l'ordre. Madame là-bas, puis vous, et puis au côté. Oui, bonsoir, je suis ici. Je suis médecin généraliste belge. Je suis venue en train et je travaille dans une maison médicale, un centre de santé de première ligne pluridisciplinaire. Je suis ici parce que je suis fatiguée d'être toujours en aval de tous les déterminants de santé qui s'accumulent. Et j'ai senti que dans la proposition de Frank Vandenbroek tout à l'heure, il y avait aussi... le ministère de la Santé arrive en aval aussi de tous les déterminants de santé. Et finalement, je me dis, pourquoi est-ce que la santé, la réduction des inégalités et les impacts sur l'environnement ne sont pas des questions transversales dans tous les projets de loi? Parce que c'est là qu'il faut aller, en fait. Mais tout est segmenté. Et donc, voilà. Mais donc, je suis très contente de savoir qu'il y a ici des architectes et d'autres professions que nous pour travailler ensemble. Ouais. En tout cas, il y en aura un, Monsieur de Sutter, qui interviendra vendredi. Vous êtes invité, je vous invite. Paul Vermeulen, et qui est président de Urban Patient, Université libre de Bruxelles. Donc, urbanisme, climat et santé. Donc, si vous êtes intéressé et disponible, vous êtes le bienvenu. Alors, on va essayer de respecter plus ou moins l'ordre. Donc, Madame là-bas, puis Pierre Drilsma, et puis Monsieur ici. Alors, je vais d'abord exprimer une petite question qui vient d'un étonnement. Oui, je me présente, Violaine Lemay, professeure de droit à l'Université de Montréal. J'ai consacré ma carrière aux façons de produire de l'égalité sociale dans tous les secteurs, tous les espaces sociaux, à partir de la règle de droit et de tous les autres savoirs. J'aimerais comprendre, parce que naturellement, j'ai adoré votre présentation. Chaque minute était un bonbon, comme on dit au Canada. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, vers la fin, vous avez bifurqué vers les pistes les plus prometteuses, comme l'architecture, comme la reconstruction du lien social et lutter contre la désaffiliation des espaces. Mais vous avez peu appuyé sur la production de la justice sociale égalitaire. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est tout bénéfice au même plan que... Est-ce que j'ai mal compris ou c'est parce que vous avez tout simplement considéré la chose évidente? Ok, je prends les deux questions. Non, je crois que c'est une... ça me paraît tellement évident que ça ne me paraissait pas devoir être dit. Mais évidemment, mon prochain rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies va être sur la discrimination que subissent les personnes en pauvreté. Je me permets de faire d'ailleurs une petite pub. J'ai travaillé avec ATD Carmonde sur un petit film, 25 minutes, c'est pas long, où les personnes en pauvreté parlaient de leurs expériences dans l'emploi, dans l'école, enfin à l'école, dans le logement et enfin dans la santé. La manière dont ils étaient reçus, la manière dont on ne leur fait pas confiance dans le colloque entre le médecin et son patient, la manière dont on est paternaliste à leur égard, etc. C'est bouleversant, c'est très touchant. Et je crois comme vous, oui, et d'ailleurs le droit, je suis juriste moi-même, donc que le droit a beaucoup à offrir, beaucoup de leviers qui sont peut-être sous-estimés. J'aime bien, à vrai dire, sortir de mes domaines de compétences
Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais oui, il y a les politiques sociales, évidemment. Et dans la réflexion 2045 que j'évoquais, le chantier que j'explore, c'est vraiment comment l'État-providence, l'État social peut être fondé sur une société post-croissance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un État social qui dépend pour sa viabilité de la croissance des richesses, parce que alors on peut taxer, donc on peut financer les services publics et la protection sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans une société post-croissance? Parce que le modèle actuel, il épuise les gens, quoi. Il épuise les gens, il rend pas les gens plus heureux, il ne contribue pas au bien-être, il les épuise, et pourtant il nous paraît inarrêtable parce qu'il faut bien financer les politiques sociales. Donc je pense qu'il y a là un chantier tout à fait important où les juristes doivent travailler avec d'autres, hein, des économistes notamment. Voilà. Et quant à votre intervention, madame, magnifique, je crois que c'est vraiment important. Je crois que ça rejoint l'interpellation de Charles Boulain sur la nécessité de se fixer un cap et de ne pas travailler juste par piliers, si vous voulez, séparés les uns des autres. Oui, rêvons d'une société où toutes les décisions seront prises avec pour priorité la santé et le bien-être. Ce sera peut-être exigeant parce que ça nous obligera à être plus imaginatifs, mais ce sera beaucoup moins coûteux parce que réparer les atteintes causées à la santé, c'est infiniment plus coûteux que de prévenir ces atteintes. Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup joui parce que je suis un vieux 68 ans et je vous entends faire un discours 68. C'est très rigolo. C'est mon année aussi. Et alors, oui, Pierre Drilsman, généraliste en banlieue ouvrière à Liège, en maison médicale, ou maintenant en centre médical ou en maison médicale. Alors, si on parle de 68 ou du mouvement hippie, on est dans la croissance heureuse. Alors c'est ça qui me fait rigoler aussi, c'est qu'à ce moment-là, on a déjà un regard critique sur cette croissance heureuse. Donc on pense que c'est pas du tout heureux. On pense qu'on est tout à fait dans le mur, déjà. C'est ça qui est peut-être intéressant, je pense aussi, dans ce mouvement-là, et où on a déjà envie de changer de civilisation. Et personnellement, je pense que la crise, enfin, ce que moi j'appelle la pseudo-crise de 73 et puis sa fille de 80, puisqu'il y a eu 2 crises pétrolières, sont des crises pseudo-pétrolières, parce qu'après le pétrole redescendait et la situation ne s'améliorait pas. Donc elles ont eu pour but de nous obliger à obéir à l'injonction capitaliste. Et au contraire, donc je dirais que c'est précisément ces crises qui ont fermé la gueule des révolutionnaires. Et donc je pense que maintenant, on arrive, je crois, à l'épuisement de la Terre. C'est peut-être ça qui devient intéressant, si je puis dire, c'est que les solutions, les pseudo-solutions comme la mondialisation à outrance, on n'en a plus. On ne va pas mondialiser avec la Lune ou avec Mars. Je crois qu'il y en a qui veulent y aller, mais c'est fini. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on va peut-être accoucher enfin d'une autre civilisation. Mais on sait, je pense qu'on savait déjà tout à ce moment-là. Je m'excuse. Des conférences post-conférences. Alors, je pense que vous avez donné le micro à monsieur, puis ici, il y avait une vingtaine de plus longtemps. Voilà. Mais il faut que vous soyez d'accord de déborder un tout petit peu. Normalement, voilà, ce serait terminé, on va arriver à l'amitié. Et puis, il y a encore notre secrétaire général. Donc, on se limite à ces 3 dernières interventions, tout le monde est d'accord? Même si ça peut frustrer un peu, désolé. Allez-y. D'abord, monsieur. Oui. Merci. Je suis Adama Sanou. Je suis chirurgien, doyen de faculté au Burkina Faso. Et j'ai bien aimé votre propos, qui est extrêmement riche en questionnement, je pense. Je crois que le premier intervenant a posé les véritables difficultés pour les médecins que nous sommes. Vous dites qu'il faudrait essayer de travailler 4 jours par semaine. Moi, je dirais que vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine. Pas du tout alors. Parce que ce qu'on a vu, c'est peut-être, si on veut être généreux, c'est 2 vies de recherche. Et j'aimerais savoir ce que vous proposez en fait pour réduire le temps de travail. Parce que pour les médecins,
je crois que c'est extrêmement difficile. Alors, pour la petite histoire, j'ai quelqu'un de ma famille, une belle-sœur, qui travaille dans l'immobilier et qui, depuis quelques années, parle de réduction de temps de travail. Donc, je la revois dans votre propos, mais j'ai toujours trouvé qu'elle exagérait parce qu'elle me parlait de la semaine de 4 heures de travail. Donc, c'est très loin de ce que vous avez proposé. Mais en fait, je revois l'idée de la réduction de temps de travail, la réduction, disons, l'augmentation du plaisir de tous les jours, retrouvés peut-être. Mais j'ai l'impression que nous sommes enfermés, emprisonnés dans notre modèle de société. Et je ne sais pas comment c'est possible d'en sortir pour arriver à réaliser ce que vous proposez. Donc peut-être que vous avez des solutions, des propositions de solutions. J'ai vu ce que vous proposiez un peu, mais je ne suis pas vraiment satisfait. J'aimerais avoir un peu plus de propositions. Merci. Bon, Monsieur de Soutel, il faudra vous réinviter, je pense. Mais si vous voulez peut-être donner un élément de réponse. Non, très rapidement. D'abord, j'ai peut-être pas l'air de quelqu'un qui travaille 4 heures par semaine, 4 jours par semaine, mais moi, je ne travaille pas, en fait. Je n'ai jamais travaillé sous l'autorité de quelqu'un qui me disait ce qu'il fallait faire en allant chercher mes ordres, en ouvrant la porte. Bonjour patron, qu'est-ce que... Non, je suis très privilégié, hein, donc je conçois tout à fait cela. Mais blague à part, je crois que... ce que vous dites, c'est ce que disait John Maynard Keynes en 1928, dans cette conférence bien connue où il parle de l'avenir économique de ses petits-enfants. Il nous dit, 1928, hein, il nous dit, dans un siècle, on y est presque, dans un siècle, on pourra travailler 15 ou 20 heures par semaine et nos besoins matériels seront entièrement satisfaits. Il constatait que la productivité du travail augmentait de manière telle qu'on pourrait travailler beaucoup moins. Et cette productivité a augmenté de manière extraordinaire, beaucoup plus encore que Keynes ne l'imaginait. Et pourtant, certes, le temps de travail a été un peu réduit depuis 1928, mais pas tellement, en fait. Pas tellement. Et il y a des pays comme les États-Unis où elle a augmenté. Pourquoi ? Keynes nous dit, c'est ce que vous dites en fait, c'est que le jour où on aura libéré du temps, on aura une dépression nerveuse généralisée. Ce sont ces mots. Pourquoi ? Parce que nous avons été éduqués depuis des millénaires à penser qu'il fallait travailler, qu'il fallait travailler, qu'il fallait travailler, qu'il fallait produire et que on allait manquer de choses si on ne travaillait pas tout le temps, autant que possible. Alors, on travaille tant qu'on peut, on récupère le reste du temps, parfois même le loisir est consacré à acquérir des compétences pour devenir plus productif, etc. Et nous sommes incapables, nous n'avons pas été capables de prendre le tournant d'une société conviviale et apaisée comme nous aurions pu le faire autour des années 1955-60. La question à l'époque s'est posée, est-ce qu'il fallait ralentir, est-ce qu'il fallait réduire le temps de travail vu les gains de productivité qui avaient été réalisés ? Et la réponse a été non, parce qu'alors on aurait un appareil productif qui n'aurait plus la possibilité d'écouler. Il fallait donc créer de la demande, et donc les publicitaires sont entrés en jeu, et on a dit aux gens, voilà, en fait, vous êtes malheureux parce qu'on n'avait pas 2 voitures, on n'avait pas la machine à laver, etc. Et donc, on a fait le choix d'une société de consommation. C'est très délibéré, c'est documenté. Et donc, je crois qu'on a raté une occasion à l'époque d'aller vers une société beaucoup plus vivable et conviviale et je pense en meilleure santé, vraiment. Alors, voilà, comment y arriver ? Moi, je crois que on est dans une situation où des personnes sont en pauvreté parce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au travail, où d'autres personnes travaillent au point qu'elles s'épuisent, et ce n'est pas sain. Et la réduction du temps de travail, c'est une manière d'abord d'assurer une répartition plus juste du temps de travail, mais aussi de permettre aux gens d'acquérir des compétences qui vont permettre qu'elles vont dépendre moins du marché. Elles pourront réparer des choses, elles pourront réutiliser, elles pourront partager, elles pourront construire ensemble, etc. Et les études montrent qu'une réduction du temps de travail, c'est en général une empreinte écologique moins forte. En plus, on doit
voyager moins vers le travail, etc. Donc je pense qu'on a beaucoup à gagner dans cette révolution. Sur mai 68, c'est très ambigu, parce que d'un côté, mai 68, c'était un moment révolutionnaire où on voulait changer la société, etc. En même temps, c'est l'explosion d'une jouissance individuelle où chacun avait l'impression que le principe de plaisir devait présider à nos trajectoires, etc. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de sociologues qui regardent la génération 68, c'est évidemment pas vous, de maison médicale dans la banlieue de Liège, mais vous savez, les cadres d'entreprises qui aujourd'hui sont à la tête de ce capitalisme des startups, c'est des gens imprégnés de la culture. Oui, si on veut. Mais donc, on a, dans l'organisation du travail aujourd'hui, on prétend répercuter l'esprit de mai 68 en disant chacun est autonome, se fixe des objectifs et vous travaillez quand vous voulez et on travaille par projet, etc. En fait, on impose une discipline par les nombres, par la performance, qui est extrêmement perverse, quoi. Et donc, ce discours de... Enfin, moi, j'adore mai 68. Je trouve que c'est fascinant ce qui s'est passé là. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on avait... je pense que l'individualisme était la valeur... Non, peut-être. J'allais dire que l'individualisme était peut-être la valeur dominante des débats de l'époque, plutôt que l'action collective pour construire quelque chose de neuf. Mais bon. Il faut donner l'occasion aux deux derniers intervenants de poser leurs questions. Et madame ici d'abord, pardon, madame, et puis on te laisse la question finale. Alors, je sais que il est tard maintenant. Je voudrais vous remercier. Ah oui, moi je suis Sharon Hatcher, je suis médecin de famille à Saguenay pour l'Université de Sherbrooke au Québec, Canada. Donc, rapidement, c'est implicite dans votre présentation, mais quelle est la définition du bien-être? Alors, versus le plaisir. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre ce soir. C'est sûr que c'est basé sur des études sociologiques. Je sais que vous avez une définition du bien-être parce qu'effectivement, les gens confondent beaucoup bien-être et plaisir. Les professionnels de la santé ont peut-être quelque chose, évidemment, à contribuer par rapport à cette définition. Et vous avez parlé de sérénité, de sentiment d'apaisement. Je trouve ça intéressant. Vous avez fait référence, mais je pense qu'il faut l'explorer encore plus pour avoir une vision commune vers quoi on aspire, parce que ça dérape très, très facilement. Et il me semble aussi que ce n'est pas un état statique, mais c'est d'être en action, et pas nécessairement en action pour un travail rémunéré, justement. Et cette notion de réciprocité, que je ne suis pas juste en train de recevoir. Pour être bien, je dois être aussi en train de contribuer. Donc, et de là vient ma question. Vous m'avez éclairé sur quelque chose qui, quand même, m'angoisse depuis un certain temps. Nous avons la montée du trumpisme, au Canada aussi, partout dans le monde, en fait. Nous avons des élections actuellement au Québec, où on voit ce phénomène. Et là, j'allume, au lieu de voir ces personnes, évidemment, comme des ennemis, puis de la dichotomie, droite, gauche et tout ça, et de les voir comme des personnes blanches qui sont pour le capitalisme, mais de les voir, de réaliser que c'est des personnes qui sont actuellement en détresse et au bas de l'échelle. Vous m'avez beaucoup éclairé comme professionnel de la santé, peut-être une façon d'être bienveillant et d'aller franchir, d'entamer un dialogue. Ça va prendre une unité de vision et un dialogue par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider avec ces grandes polarisations. Ça augure beaucoup de discussions dans les jours qui viennent, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas si, Monsieur De Sutter, vous voulez encore réagir ou bien si on passe à la dernière question.
ou bien réagir à ce que vient de dire La madame? dernière question, ça je prendrai Ok, dans le d'accord. sang, non? Donc la dernière question, notre secrétaire général, Ahmed Maherzi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, vraiment extraordinaire. Je pense qu'on approuve tous votre vision, votre façon de voir. Et pour nous, c'est comme si un rêve en responsabilité sociale, on se pose toujours la question de la transformation culturelle. Comment arriver à une transformation culturelle et vous donner certaines pistes. Alors, moi, je voulais aborder deux choses. La première, c'est concernant la volonté humaine. Et la Covid a montré que l'homme est capable de s'adapter à d'autres situations que ce qu'on est en train de voir. Donc, effectivement, on peut s'adapter. La preuve, on a changé nos façons de faire par le biais de la Covid, notre façon de travailler. Donc, peut-être on peut aller plus loin en pensant au bien-être. La deuxième réflexion concerne, vous avez beaucoup pisté des solutions par rapport aux inégalités au sein des pays. Mais on sait très bien que, on prend l'exemple de la Covid, les inégalités sont accentuées déjà entre les pays. Et entre les pays, ça crée même des tensions avec des migrations, des problèmes d'extrémisme. Donc moi, je voulais voir avec vous comment vous pouvez transposer votre vision maintenant par rapport aux inégalités sociales entre les pays. Et tout à l'heure, M. le ministre a parlé de solidarité. C'est vrai qu'on a vu de solidarité dans les pays, mais on n'a pas vu de solidarité à l'international, par exemple en matière de Covid, en matière de vaccins, etc. Donc comment vous pouvez un peu transposer votre vision par rapport au volet international? En 30 secondes. Ok. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. J'ai dit injecter des femmes dans le géopolitique. Oui, oui, oui. Ça... Non, ce que vous dites est vrai, madame. La difficulté de le dire tient au fait qu'il est très difficile de le dire sans tomber dans des stéréotypes. Et je bute toujours sur ces difficultés-là. Mais je pense que si les hommes s'interrogeaient sur leur masculinité, ce serait une très bonne chose. Et c'est peut-être un élément qui manque dans l'idée qu'on... Voilà, parce que, voilà, comme homme, avoir des émotions, avoir des larmes, surtout en public, etc., c'est pas autorisé, quoi. Et je vous assure que de plus en plus d'hommes, enfin, je ne sais pas si de plus en plus d'hommes se posent cette question, mais devraient se poser la question, en tout cas, de savoir comment on les enferme dans des rôles de manière telle qu'ils sont finalement dominés par leur domination, quoi. Voilà, je ferme cette parenthèse. Je viens à votre question et puis à l'interpellation que vous avez faite. Donc, votre question, enfin, deux questions. La première concerne les inégalités entre pays. Je crois qu'un aspect de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, on se compare au miroir que les modes de vie des sociétés affluentes d'Occident présentent. Et c'est un aspect peut-être sous-estimé du mal-être que les gens ressentent. C'est qu'aujourd'hui, ils ne se comparent pas seulement quand ils sont dans les campagnes aux gens dans les villes au voisin qui a une voiture alors qu'ils n'en ont pas encore. Ils se comparent de plus en plus à ce qu'ils voient sur des séries mondialisées et des trucs qui sont pas représentatifs de la réalité quotidienne que vivent les gens dans les sociétés riches, mais qui sont le miroir que l'on présente aux populations du monde. Donc, je pense que c'est extrêmement problématique. Il y a un très beau film d'un réalisateur qui s'appelle Jérôme Lemaire, qui s'appelle « Le thé ou l'électricité », et qui parle de la manière dont un village marocain a été connecté au réseau électrique. Avant ce village, que faisaient les gens le soir? Ils se réunissaient, ils discutaient entre eux, ils buvaient le thé, ils partageaient des histoires, et il y avait beaucoup d'intergénérationnel et de dialogue. On amène l'électricité. Voilà une ou deux familles sur les 15 villages qui ont la télévision. Chacun reste chez soi, regarde la télévision. Et à la télévision, que voit-on? On voit des jeunes femmes qui dansent sur des trucs dans des bars, etc. Et voilà, les divorces sont augmentés, les jeunes et les vieux ne se parlent plus, on ne transmet plus les histoires comme avant. Et c'est dramatique, quoi. Et Jérôme Lemaire a suivi cette transformation sur 5-6 ans, fascinant. Et je pense qu'à l'échelle mondiale, on subit cela. Voilà. Alors là, j'essaie de gagner du temps parce que j'oublie la première des deux remarques que vous faisiez. Juste un mot-clé? C'est par rapport à l'adaptation. Oui, je crois qu'on sous-estime, vous avez raison, l'exemple du Covid est un bon exemple, mais je crois qu'on sous-estime notre capacité à accepter des transformations. Les psychologues mettent bien en lumière
ce qu'on appelle le biais du statu quo, c'est-à-dire qu'on attache beaucoup plus d'importance à ce qu'on possède déjà, à la situation qui est la nôtre, qu'à ce que l'avenir pourrait nous amener en cas de transformation. C'est ce que Daniel Kahneman, notamment, met en avant, hein, ce psychologue qui s'est vu décerner le prix Nobel d'économie en 2011. C'est l'idée que nous sommes irrationnels parce que nous croyons que... on a peur du changement et du risque que le changement amène. Et en fait, quand on impose le changement, parfois les gens s'habituent. Je prends un exemple connu. La ville de Göteborg introduit des péages à l'entrée de la ville. Donc les conducteurs doivent payer pour pouvoir utiliser leur voiture dans la ville. Et au début, évidemment, personne n'est pour. Personne n'est pour. Si on avait voulu faire voter cette mesure, les gens auraient voté contre. Mais quelques mois, même pas un an après l'introduction de la mesure, chacun s'était habitué, parce qu'on avait découvert qu'en fait, les transports en commun, ça existe. Le plaisir du vélo, peut-être. Les gens qui continuent à aller en voiture se rendent compte qu'en fait, il y a moins de voitures, et donc c'est beaucoup plus fluide, etc. Et la mesure a fait consensus. Mais il a fallu l'imposer avant que les gens ne découvrent en fait les bienfaits qu'elle pouvait amener. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons effectivement garder à l'esprit, c'est que une des difficultés que nous avons à transformer nos sociétés, c'est ce biais du statu quo et le confort que les gens trouvent dans la perpétuation de leur routine, quoi. Mais quand ces routines nous amènent dans le mur, il faut peut-être se poser la question de savoir comment les rompre. Voilà. Merci de votre interpellation. En fait, je crois que la notion de bien-être n'est peut-être pas si facile que cela à définir. La plupart des études auxquelles j'ai fait référence partent du sentiment subjectif que les gens expriment, est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie, subjective well-being, mais ce n'est pas une notion vraiment scientifique, quoi. Alors, il y a sans doute lieu de définir des indicateurs plus précis si ce bien-être doit servir de boussole pour l'orientation des politiques publiques, c'est vrai. Ne fût-ce que parce que si on prend pour appui seulement ce que les gens disent de leur situation, il y a le phénomène, le biais du statu quo, et puis il y a le phénomène d'adaptation, c'est-à-dire que les gens qui subissent une situation désagréable, parce qu'il est coûteux psychiquement d'être malheureux, ils vont finalement se faire une raison. Les gens qui habitent dans des endroits où il y a tout le temps des avions qui passent à partir de 5 heures du matin jusqu'à minuit, ils finissent par s'habituer et finalement ils vont arrêter de déplorer cela. Et finalement, le sentiment de bien-être qu'ils expriment ne correspond pas véritablement à ce qui potentiellement nuit à leur santé, quoi. Donc c'est effectivement un critère ambigu à utiliser. Je sais que je n'ai pas répondu à tout ce que vous avez dit, mais on n'a pas vraiment le temps de tout débattre. Voilà. Alors, vos chaleureux applaudissements encore une fois pour Monsieur de Sutter, s'il vous plaît. Très fort, merci infiniment. Merci infiniment. Voilà. Donc, merci, hein, ça augure de très très bonnes choses pour les débats de demain. C'est un ex-68ard mâle dominant, grisonnant et de plus en plus chauve, mais 68ard non désabusé qui rêve toujours, qui vous invite à une jouissance collective qui va améliorer notre plaisir et notre bien-être. Merci à vous d'avoir attendu jusqu'ici.